Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence et de votre fidélité. Ici même, vous avez entendu le récit d'extraordinaires aventures maritimes, particulièrement les campagnes des premiers découvreurs du Pacifique, des premiers navigateurs. Ces justices, elles sont trop oubliées, un peu sans doute parce qu'à l'époque, ils les ont cachées. Heureusement, de véritables historiens ont beaucoup étudié cette période, écrit et publié, et je citerai Annie Baert de Tahiti et bien connu chez nous, Bernard Brou. Je vous propose donc de refaire avec eux quelques voyages et nous verrons que la dernière de ces routes les ont conduits bien près du Caillou. Mendana, Quiros, Torres ont navigué dans notre Pacifique Sud et dans des conditions que l'on imagine mal aujourd'hui, rencontré îles, atolls et populations océaniennes. Mais avant même le récit de ces aventures, rappelons-nous de ceux qui ont contribué à ouvrir de nouvelles routes maritimes très vite après le premier tour du monde. Le voyage de Magellan, s'il a apporté une réponse à des interrogations géographiques, n'a pas eu, et particulièrement en Espagne, le retentissement mérité. Tout simplement parce que en 1521, alors qu'il traversait le Pacifique et y perdait la vie, le conquistador Cortés, avec quelques cavaliers, écrasait Moctezuma et la civilisation aztèque. Et cette victoire, elle a emporté un butin inimaginable. Il était donc plus profitable de continuer ce genre d'opération, que l'on maîtrisait bien à l'époque, que de se lancer sur l'immensité des mers. Mais revenons sur une conséquence majeure de ce premier tour du monde. Le retour de la Victoria à Séville donnait donc satisfaction aux géographes, mais il posait un nouveau problème: revoir le partage du monde. Lorsque Christophe Colomb découvre ce qu'il nomme les Indes occidentales, en 1492, le pape Alexandre VI se hâte d'intervenir et de proposer le tracé d'une ligne qui partage les découvertes à venir entre l'Espagne et le Portugal. Le traité de Tordesillas en 1494, entre les rois catholiques et Jean II du Portugal, satisfaisait tout le monde, sauf François Ier lorsqu'il aurait atteint l'âge de le lire. Mais maintenant que la Terre était devenue ronde, il fallait prolonger cette frontière de l'autre côté du monde. Voilà une carte de 1502. L'Afrique est à peu près correctement représentée, l'Inde plus vaste qu'elle n'est, et bien sûr les nouvelles découvertes, c'est très partiel. Et voilà donc le traité de Tordesillas qui laisse bien sûr le Brésil au Portugais. C'était un petit aménagement. Les souverains concernés, héritiers des précédents, donc maintenant Charles Quint et Jean III de Portugal, désignèrent déjà une commission chargée de définir cette ligne
c'est une frontière, et c'est donc des astronomes, des pilotes, qui vont discuter pendant très très longtemps, calculer et définir enfin la position de ce méridien. Après de nombreuses difficultés, on se met d'accord. Reviens sur la suivante. Voilà. On se met d'accord et ce sera le traité de Saragosse qui est signé en 1529. Il concède toutefois ce qui sera plus tard les Philippines à l'Espagne. Vous voyez donc ici la première proposition du pape, le traité de Tordesillas. On ne connaît pas, bien sûr, c'est parti du monde représenté. Et maintenant, le traité de Saragosse. Et ça a une conséquence immédiate, c'est que pour transporter des produits chinois, des épices, depuis les Philippines jusqu'en Espagne, il faudra traverser le Pacifique, traverser Panama et traverser l'Atlantique. Et comment ne pas se souvenir d'un explorateur espagnol qui, en 1524, proposera à Charles Quint le creusement d'un tunnel. C'est un visionnaire, puisque ça se fera 400 ans plus tard. Les conquistadors poursuivent leur campagne vers le sud. En 1532, c'est Pizarro qui vainc les Incas. Le premier butin, c'est 6 tonnes d'or. La soif de l'or est insatiable. Les légendes incas promettent, dans cette mer du Sud, des îles très fortunées. Alors, plusieurs expéditions maritimes vont se succéder. Déjà, en 1525, l'USA va tenter de refaire la route de Magellan. La tempête va disperser ces 3 navires. Il y en a un quand même qui a complètement disparu, c'est le Saint-Elme. Et personne n'a jamais vraiment cherché d'où provenaient 4 canons de fer retrouvés en 1921 sur un atoll de Tuamotu. En 1542, c'est Lopez de Villalobos qui traverse lui aussi le Pacifique, et c'est lui qui nommera un archipel, les Philippines, en hommage à l'infant Philippe, donc le fils de Charles Quint, qui deviendra Philippe II plus tard. Un naufrage et la résistance des autochtones le contraindront à se réfugier aux Moluques, et là, il tombe entre les mains des Portugais, et il restera prisonnier jusqu'à sa fin. En 1545, Ortiz de Retes atteint la Nouvelle-Guinée. C'est lui qui lui donne ce nom, parce qu'il trouve que les habitants ressemblent à ceux de la Guinée africaine. Et il en reconnaît la côte nord, dont on ne sait pas encore si c'est le début d'un vaste continent ou une île. Des expéditions vont atteindre les îles Mariannes, les Carolines et les Palaos. Et en 1564, une nouvelle escadre rejoint les Philippines. Elle est commandée par Lopez de Legazpi, et les troupes vont, par la force, s'installer durablement. C'est un moine marin, Urdaneta, qui trouvera, très au nord, la meilleure route de retour. C'est des vents d'ouest, comme dans l'Atlantique. Elle sera fréquemment utilisée. On l'appelle le tornaviage. C'est la route qui permettra aux galions de Manille
de transporter les produits précieux vers la Nouvelle-Espagne. Un autre soldat, rêveur, aventurier, Sarmiento de Gamboa, va convaincre le vice-roi du Pérou, López García de Castro, de financer une expédition vers l'ouest et toutes ces îles couvertes d'or. Le vice-roi est en poste intérimaire. Son prédécesseur a reçu un coup de couteau d'un mari jaloux. 2 navires, Los Reyes et Todos los Santos, quitteront Callao le 19 novembre 1567. Ils ont 160 personnes à bord, marins et soldats. Mais le vice-roi, pour s'assurer les éventuels bénéfices de l'expédition, a désigné comme almirante, chef suprême, son neveu Alvaro de Mendana. Riche de propriétés en Espagne et au Pérou, 25 ans et peu d'expérience. Heureusement, à bord, un pilote de qualité, Gallego. 2 mois cap à l'ouest, le 15 janvier, on aperçoit un croissant de terre. On le baptise Isla de Jesús, l'île de Jésus. C'est Nui, aujourd'hui, au Tuvalu. Mais on ne peut pas s'y arrêter. On reparlera des conditions de navigation. Le 7 février 1568, les 2 naus atteignent une île. Elle porte encore le nom qu'ils lui ont donné, Santa Isabel. Durant 6 mois, les Espagnols vont explorer l'archipel. Pour cela, ils ont construit, avec du bois transporté du Pérou, un petit bateau, le Santiago. Ils vont découvrir une vingtaine d'îles, dont plusieurs ont conservé le nom donné lors de la découverte. Guadalcanal, Florida, San Jorge, San Cristobal. Cette carte, elle est partielle, bien sûr, parce qu'on peut la montrer aujourd'hui. Il existe une Australie, il existe une Nouvelle-Zélande, une Nouvelle-Calédonie, mais pas pour eux. Alors, comme toujours, les relations avec les autochtones, amicales au début, se dégradent. Une corvée d'eau sera massacrée et dévorée. On se rend compte qu'on a trouvé un chapelet d'îles, mais pas encore un continent. Alors, ils respectent bien sûr les instructions royales qui ordonnaient de revenir au Pérou dès qu'ils auraient consommé la moitié de leurs provisions. Donc, ils quittent la région le 11 août. Un peu cap à l'est-sud-est, tout le monde se dispute, on perd beaucoup de temps, puis vers le nord pour, sur les conseils de Gallego, rejoindre la fameuse route d'Urdaneta. Au cours de cette navigation, les 2 naus se séparent. Mendana imagine même que Sarmiento s'est enfui ou qu'il s'était écarté volontairement. En fait, ils vont arriver à Santiago de Coloma au Mexique à 2 ou 3 jours d'intervalle. Le voyage aura pris près de 5 mois. Moyenne calculée, 1,6 nœuds. « 9 mois de réparation avant de pouvoir rejoindre Callao. On n'avait trouvé ni or, ni le continent austral, mais les survivants, puisqu'on avait tout de même perdu 35 hommes,
enjolivaient leurs souvenirs suffisamment pour rêver d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expédition et de la colonisation, bien sûr, de ces îles fortunées. Mais l'oncle n'était plus vice-roi. Il faudra donc aller en Espagne, essayer de convaincre la Casa de Contratación et le roi lui-même. La Casa de Contratación, créée en 1505, c'était un organisme de fonctionnaires, peu ou pas marins, mais très attentifs à la surveillance des opérations financières et maritimes. Ils commandent la construction des navires, désignent les commandants, interviennent dans la formation des pilotes, surveillent de près, bien sûr, la gestion du transport des marchandises et des taxes qui reviennent à la couronne. Ils sont confrontés à la gestion d'une grande partie du monde, peu encouragés par les résultats obtenus par cette expédition. Ils ne montreront pas beaucoup d'enthousiasme. Et le roi ne donnera que l'autorisation de mener une expédition, mais pas d'aide particulière. Les premières incursions des pirates corsaires, Drake, Cavendish, vont encore retarder, bien sûr, le départ de cette expédition. Et surtout, bien sûr, la débâcle de la Grande et Felicissime Armada en 1588. J'utilise ce terme à la place d'Invincible Armada que les Espagnols ne lui avaient pas donné. L'appareillage aura lieu le 9 avril 1595, 26 ans après l'expédition précédente. L'organisation de la flotte était pour le moins originale. Mendana, quinquagénaire, jeune marié, était propriétaire de la nau San Jerónimo. Son épouse, Doña Isabel, avait acquis la Santa Isabel. Et la Santa Catalina et le San Felipe, c'étaient des galiotes équipées de rames, entendez bien, non pontées, et qui étaient la propriété des futurs colons. Quelques mots sur les conditions de vie à bord. On n'a pas encore hérité du hamac, et à l'exception des autorités, on vit et on dort à fond de cale avec les réserves et les animaux. On conserve l'eau dans quelques fûts, mais surtout dans des jarres, fragiles bien sûr. Si le pilote mesure avec assez de précision la latitude, la longitude et la distance parcourue restent des mystères. On maîtrise peu encore un système de quart, que ce soit pour la navigation, la surveillance ou la conduite du navire. Il faudra attendre presque 100 ans la barre à roue. Lorsque tout va très mal, on s'en remet à Dieu. Pour cette expédition, les marins et les quelques soldats qui ont été accordés ne reçoivent pas de salaire. Ils recevront des terres lorsqu'on aura trouvé le lieu idéal. L'épouse de Mendana
dont le caractère se montrera difficile, est accompagné de ses 3 frères, capricieux et exigeants. Le chef pilote était un Portugais, Quiros, et le maître de camp, un vieux soldat, Manrique. Près de 400 hommes, femmes et enfants. Durant le premier mois, on célébrera 15 mariages. C'est l'application d'une réglementation particulière. On ne laissait pas partir des gens qui laissaient leur épouse sur le lieu de départ parce qu'ils refusaient ensuite de s'installer, de fonder la colonie, etc. Donc, c'était un aménagement. Le 21 juillet, on découvre une île que l'on nomme Santa Magdalena. C'est Fatuiva. Le lendemain, ce sera Mokotani, puis Ivaoa. Sans doute la première vision qu'ils ont eue. Vous pouvez passer les... Voilà. On baptise l'ensemble Las Marquesas de Mendoza, puisque pour rendre hommage au vice-roi, et le nom leur est resté, ce sont les marquises. Les contacts n'ont pas toujours été très amicaux. Les larcins commis par les autochtones et les exigences des Espagnols ont entraîné des heurts et des morts. Encore un mois de mer et on atteindra une île haute que l'on baptise Santa Cruz. L'idée de Mendana était de retrouver Santa Isabel, mais vous voyez qu'on arrive toujours à peu près à naviguer sur la même latitude, mais aucune idée, bien sûr, de la distance parcourue et de la longitude. En entrant dans ce qui deviendra Graciosa Bay, la Santa Isabel disparaît vers le volcan de Tinacula. Mendana envoie une des galiotes faire le tour du volcan et on ne retrouvera jamais la Santa Isabel. On n'a pas trouvé non plus l'île Santa Isabel que l'on souhaitait retrouver, mais celle que l'on vient de découvrir, que l'on vient de baptiser Santa Cruz, aujourd'hui c'est Nende, n'est-ce pas, semble propice à l'installation. Et donc débutent des constructions, des plantations. Et bien évidemment, très vite, les relations avec les Océaniens vont se dégrader. La fièvre, la malaria font des ravages. Les colons réclament haut et fort de quitter l'île. Pour satisfaire son épouse, Mendana descend à terre et fait assassiner son maître de camp, Manrique. Mais lui aussi est atteint de la fièvre. Le temps de rédiger son testament qui désigne Isabelle comme chef de l'expédition, et on le débarque à nouveau pour l'enterrer. Les désordres se poursuivent, les pertes humaines s'accumulent, la décision est prise de quitter l'île, mais vers où ? Le départ a lieu le 18 novembre 1595. Doña Isabel est bien obligée de suivre les conseils que lui donne Quiros. Elle ne connaît rien, bien sûr, à la navigation. On me tentait de retrouver Santa Isabel et les Guadalcanal. Le corps de Mendana est exhumé,
probablement conservé dans un tonneau de sel, et embarqué sur la Santa Catalina en attendant une sépulture dans une terre chrétienne. Ouest-sud-ouest, pendant quelques jours, et en manque de peu les Salomon. Cap vers les Philippines, où on est assuré, bien sûr, de trouver du soutien. Les vivres et l'eau vont manquer. On va approcher une île, Guam aujourd'hui, mais on craint de l'aborder. On va, pendant cette navigation, perdre les 2 petits navires. Lorsque le 11 février 1596, le San Geronimo atteint Manille, 100 personnes mouraient de faim. Et il restait encore 2 ports vivants à Doña Isabel. Par la route d'Urdaneta, on rejoint le Mexique. Doña Isabel remariée avec le cousin du gouverneur des Philippines. Mais quelle passion atteint tous ceux qui ont navigué dans ces eaux. Comme Mendana, Quiros va rêver de découverte et de christianisation. Et lui aussi devra retourner en Espagne pour tenter d'obtenir les moyens indispensables. Il ira même à Rome chercher la bénédiction de Clément VIII. Tout cela va prendre 10 ans. Le 21 décembre 1605, 3 navires quittent Callao, les Santos Pedro y Pablo, le San Pedro et los Tres Reyes Magos. Quiros commande l'expédition et il a comme second Vaez de Torres. 300 marins et soldats, 6 franciscains, des vivres pour 1 an et le nécessaire pour fonder une colonie. Il semble que Quiros soit en mauvaise santé et que cela a altéré son jugement. Il change fréquemment d'avis, donne des ordres qui modifient en permanence la route prévue. Le 1er mars 1606, on découvre Peregrina, aujourd'hui Rakanga, dans les îles Cook. L'équipage s'y comporte mal et on est obligé de repartir sans avoir pu compléter l'eau qui commençait déjà à manquer. Une navigation pénible s'ensuit. La discipline ne sera obtenue que par la menace de mort. Il aurait tout simplement installé une poulie en extrémité de vergue, ce qui montrait que si on désobéissait à ses ordres, et on irait se balancer au bout d'une corde. Le 7 avril, une terre apparaît. Quiros pense que c'est Santa Cruz. Toujours, vous voyez, d'énormes erreurs sur les distances, bien sûr. C'est Tomaco, aux îles d'Œuf. D'excellents contacts avec le chef Toumaï permettent de mieux connaître les îles voisines. Toumaï indique même celles où on pourrait être bien reçu et, en se mordant le bras, celles qu'il vaut mieux éviter. Le 29 avril, on découvrira une vaste terre avec de hautes montagnes, si vaste qu'elle avait l'apparence d'un continent. Certains d'avoir découvert ce que l'on cherchait, on lui donne le nom d'Australias d'Espiritu Santo, c'est resté Santo, bien sûr. On baptisera la plage où on arrive Nouvelle-Jérusalem, puisque c'est là qu'on a prévu de bâtir une grande ville, et le creek qui coule en fond de baie, on l'appelle le Jourdain. Le séjour à Santo
durera 3 semaines. Quiros nomme 18 ministres. Il crée un ordre de chevalerie, les chevaliers du Saint-Esprit. Donc tous les soldats et marins portent un taffetas bleu sur leur tenue. Il fait construire un bâtiment, mi-église, mi-fort, puisqu'il y a un autel et 4 canons. Quelques mouvements vers le cœur de l'île, mais très très peu. Quelques rencontres sans trop de difficultés avec les occupants. Sans explication, au bout de 3 semaines, il décide de quitter cette terre et d'aller chercher encore autre chose plus au sud. Les conditions difficiles dès la sortie de Big Bay vont faire que les bateaux se séparent. Quiros va se retrouver tout seul et Torres avec le San Pedro et Los Tres Reyes. Ils ne se retrouveront pas. Donc, Quiros, qui pense avoir perdu ses 2 autres bateaux, va décider de rejoindre lui aussi la route d'Urdaneta. Et il rejoint le Pérou, bien sûr, et il passera le reste de sa vie à essayer de monter des expéditions dont personne ne veut. Il rédigera 50 mémoires, 200 cartes, uniquement à destination des Espagnols, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que les autres nations en aient connaissance. Et Torres est désormais chef de l'expédition. Comme il est très discipliné, il attend une quinzaine de jours et il ouvre l'enveloppe scellée où il y a les instructions, comme on doit le faire dans ces cas-là. Les ordres qui lui étaient donnés, c'est de rechercher le continent austral, puisqu'il existe inévitablement, jusqu'à 20 degrés sud, et s'il ne le retrouvait pas, de revenir vers Manille. Il va donc longer la côte ouest de Santo, se rendre compte que c'est une île, et continuer sa navigation jusqu'à 21 sud. Et là, nous nous rendons compte, bien sûr, que l'Alizé l'a nettement poussé vers l'ouest, parce que s'il avait pu faire du sud comme ça lui était ordonné, par 21 sud, on peut tomber très bien sur la poule de Yengen. Il va continuer donc jusqu'à 21 sud. On estime qu'il est passé à moins de 50 nautiques de Huon. Puisqu'on ne trouve rien, il va repartir et faire du nord-ouest. Il va longer sans la voir la grande Barreillera de corail. Et à ce moment-là, bien sûr, il veut revenir pour faire la côte nord qu'on connaît de la Nouvelle-Guinée et rejoindre Manille. Mais il ne peut pas à cause du vent, bien sûr, donc il va continuer à naviguer vers l'ouest et cartographier assez sérieusement toute cette zone. Il rejoindra les Philippines, où on va d'ailleurs le perdre de vue, mais avec tous les documents qu'il a réalisés et qu'il va laisser au gouverneur des Philippines, très, très protégé bien sûr, et surtout que les Anglais n'en sachent rien. Cette zone ne sera jamais plus parcourue. Le prochain qui va y passer, c'est Cook. Il y passera en 1770. Il va d'ailleurs l'appeler Détroit de l'Endeavour. Et c'est Dalrymple, son concurrent pour l'organisation des expéditions anglaises, qui retrouvera les documents espagnols
et aura la preuve que Torres était passé là. Donc, quelques années après, on rebaptisera ce détroit de Torres. Toutes ces découvertes sont très très peu publiées. Elles sont, il ne faut pas bien sûr que les autres nations en aient connaissance. Les cartes sont secrètes, les comptes rendus également, et il faudra attendre la puissance maritime anglaise pour sortir de ce système protégé. Voilà une carte qui montre une carte faite par Quiros. Elle est intéressante à regarder. Voilà les îles Salomon, et inévitablement, elles sont la pointe nord d'un énorme continent qui existe obligatoirement. C'est celui qui ira chercher Cook plus tard. Mais tout le monde, à ce moment-là, est encore persuadé qu'il y a cet énorme continent. Que va-t-il se passer maintenant? Les Anglais vont prendre de plus en plus d'importance maritime. Ils ne sont pas encore la première nation maritime, mais ils le deviendront un jour. Les Espagnols, qui se croyaient chez eux dans le monde entier, vont maintenant se consacrer au transport de leurs marchandises entre les Caraïbes, bien sûr, et l'Espagne. N'oublions pas les 2 galions de Manille, tous les ans, qui transportent, bien sûr, les épices et les produits chinois. Voilà la situation qu'il nous laisse au tout début du XVIIe siècle, et une situation dont les Anglais vont profiter, qu'ils vont exploiter, et dont ils tirent d'ailleurs le début de leur richesse. Mais on peut reparler de ça éventuellement. Voilà mes Espagnols dans l'océan Pacifique à cette période-là. Je vous remercie et je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions.